Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, et avec Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRC-VR, pour revenir sur la nouvelle réglementation sur la rivière Richelieu. Notre collaborateur Marc-Antoine Harvey s'est rendu à la compétition amicale de pétanque organisée par l'Association France-Québec pour rencontrer M. Claude Corbeil, un membre important du club de pétanque de Chambly, honoré lors de l'événement. Finalement, M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, revient sur les démarches de la ville pour trouver un opérateur hôtelier au manoir Rouville-Campbell. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Bonjour, et comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un résumé des actualités régionales dans la vallée du Richelieu. Le manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire reste sans gestionnaire alors que les 2 soumissions pour le bail commercial ont été rejetées par la ville. Les propositions n'étaient pas conformes aux exigences. Le maire Marc-André Guertin a exprimé sa déception, mais reste optimiste quant à l'avenir du site patrimonial. La ville envisage de repenser son approche pour trouver un opérateur capable de préserver le patrimoine du manoir tout en stimulant son attrait touristique, n'écartant pas l'idée d'une vente éventuelle. L'artère fait son grand retour dans la vallée du Richelieu. Le service de jumelage gratuit qui facilite la relève agricole relance ses activités dans la région après une absence remarquée. Selon les experts du milieu agricole, la vallée du Richelieu a un fort potentiel pour attirer des agriculteurs de tout le Québec. Grâce à des nouvelles ressources, l'artère espère encourager des ententes durables entre les propriétaires et les aspirants agriculteurs, répondant ainsi à une demande croissante dans la région. Les agriculteurs intéressés peuvent se renseigner sur le site artère.ca. Le festival Caput revient en force pour sa 12e édition le 24 et 25 août à l'espace culturel Aurel Dubois à Belleuil. L'événement, dédié à la créativité artisanale et à l'écologie, réunira plus de 60 artistes et exposants québécois. Les visiteurs pourront découvrir des produits uniques, participer à des activités éco-responsables et explorer la nouvelle zone Caput Chou dédiée aux enfants. L'événement propose des ateliers, une friperie extérieure et une vente de livres usagés. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, visitez belleuil.ca/caput. Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire célèbre une grande réussite en obtenant le statut d'institution muséale agréée du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Cette reconnaissance accordée au début du mois garantit la qualité et la conformité aux normes internationales du musée. Les administrateurs expriment leur fierté face à cet accomplissement qui ouvre la porte à des opportunités, notamment des subventions et une plus grande visibilité. Le succès marque un tournant important pour le rayonnement culturel du Mont-Saint-Hilaire. La ville de Chambly annonce la remise en service complète de la station du poste Martel après les réparations majeures causées par les récentes inondations. Les citoyens peuvent désormais utiliser l'eau normalement, mais la baignade et les activités nautiques sur la rivière Richelieu peuvent être déconseillées entre Chambly et Sorel-Tracy. Le centre nautique Gervais-des-Ourdis, le quai public et le bureau touristique demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. La municipalité remercie les citoyens pour leur patience et leur coopération durant cette situation exceptionnelle. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales dans la vallée du Richelieu, présentées par TVR9. Depuis décembre dernier, une nouvelle réglementation est en vigueur sur la rivière Richelieu et aujourd'hui, on est avec Mme Julie Lucier et Mme Marilyn Nadeau qui est impliquées dans le dossier. Bonjour, mesdames. Ici, on est aux abords de la rivière Richelieu. On est à Saint-Charles-sur-Richelieu. Je voulais savoir, Mme Lucier, c'est quoi ce projet-là? Ça vient d'où l'idée d'avoir des réglementations sur le territoire ici? Ça vient il y a plusieurs années. Il y avait la population était soucieuse de l'environnement, la protection des berges, mais aussi la sécurité nautique des utilisateurs. Puis après plusieurs demandes, le député est venu nous aider, les 4 municipalités du Nord, à monter un dossier pour déposer à Transport Canada
pour avoir une réglementation dans les 4 municipalités. Donc, c'est vraiment venu d'un souci citoyen. Il y a également un souci environnemental. Et la rivière Richelieu, c'est une juridiction municipale, provinciale. C'est qui s'en occupe de la rivière? À vrai dire, c'est toutes les instances. La rivière, c'est fédéral, mais c'est sûr que la sécurité nautique, c'est provincial et les berges, c'est municipal. C'est vraiment toutes les instances. Donc, un gros travail d'équipe, coordonner tout ça. Et une fois que le député, M. Barsalou-Duval, s'est impliqué dans le dossier, ça a quand même pris plusieurs années là, avant que cette nouvelle réglementation là, voit le jour. Ça a été quoi les différents enjeux là, dans le processus? À vrai dire, Transport Canada a plusieurs étapes à franchir pour arriver à une réglementation. Eux autres, en premier, il faut qu'on fasse la démonstration qu'on n'a pas le choix d'amener une réglementation parce qu'il faut faire la consultation citoyenne, il faut faire la démonstration que même si on a fait beaucoup de sensibilisation, le comportement n'a pas changé. Fait que suite à toutes ces analyses-là et la démonstration et le dépôt du document, le Transport Canada a décidé d'aller de l'avant avec la réglementation. Puis, en décembre dernier, Transport Canada a mis le sceau d'approbation sur cette nouvelle réglementation-là. Mais juste avant, il y a quand même des citoyens qui se sont dit « OK, mais là, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Comment ça va avoir un impact sur notre utilisation de la rivière? » Donc, concrètement, là, ça ressemble à quoi, cette réglementation-là? C'est sûr que la première version était très restrictive. C'était un 10 km/h sur un tronçon de 20 km. Puis pas de sport nautique. Je dirais que ça a fait un émoi quand ça a sorti, que ça s'en venait en vigueur. Fait que quand, avec les 4 nouveaux maires, on s'est rencontrés, parce que là, Transport Canada a comme réalisé que là, il fallait aussi avoir l'appui les nouveaux maires. Il nous a demandé d'approuver le projet de règlement qui allait être adopté. On a pris 30 jours pour voir exactement si on était en accord ou pas. Et là, on a fait plutôt une proposition de modification pour alléger la réglementation. Parce que là, on sait que les secteurs, chaque secteur est différent. Puis on ne voulait pas brimer la population, mais on voulait aussi protéger. Fait que là, on a comme fait un consensus entre l'environnement, les sports nautiques et... Fait que là, on a proposé une nouvelle demande et ça a été approuvé par Transport Canada. Et au moment où on se parle, ça ressemble à quoi? Quelles sont les limites de vitesse? Quelles sont les différentes restrictions là, pour les usagers? C'est sûr qu'il y a des zones à 10 km/h qui sont définies, surtout au niveau des villages, des secteurs critiques comme les îles. Tout ce qui est à 50 mètres des berges, c'est à 10 km/h. Dans toutes les zones à 10 km/h, le sport nautique est interdit. Les fins de semaine, on sait qu'en après-midi, c'est là que le plus de personnes et qu'il peut y avoir un enjeu de sécurité. On a interdit les sports nautiques dans les zones de 50 et tous les autres sports, à vrai dire, sont autorisés les autres journées de la semaine. Puis on a un secteur où il y a des marinas ou aussi des entreprises, que là, ça a été statué avec eux autres qu'il n'y avait pas de sport nautique pour leur sécurité. Mm-hmm. Et ça a été quoi les commentaires jusqu'à présent là, des citoyens? Est-ce que... parce que là, on ne voit pas de bouée là, en ce moment sur le Richelieu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? On est en train de finaliser les étapes pour avoir toutes les autorisations. Chaque municipalité doit faire ses propres processus pour l'installation de bouées. On a, depuis le début de l'année, on fait beaucoup de sensibilisation au niveau des citoyens. On a des cadets qui font des journées de sensibilisation sur les abords des descentes de bateaux. On a la Sûreté qui fait des promenades, en tout cas pour sensibiliser à la réglementation qui est en vigueur, mais qui ne peut pas appliquer parce qu'il n'y a pas de bouée, parce que là, c'est tellement long le processus d'approbation avec Transport Canada, puis avec le système hydrique, qu'on va les avoir. Saint-Charles, c'est la semaine prochaine que les bouées commencent à être installées. Les autres municipalités aussi sont en processus, mais eux autres, ça va être un petit peu plus long. Mais à date, actuellement, la population est contente qu'il y ait une réglementation, mais là, étant donné qu'on n'a pas de signalisation, c'est un peu un entre-deux. Là. On demande tout le temps d'être patient, d'être conciliant, parce qu'on sait qu'il y en a une, on demande de la respecter, mais comme elle n'est pas affichée, c'est difficile de la faire appliquer.
C'est ça. Donc, cet été, c'est un peu comme une période de transition. On pourrait se dire que l'été prochain, en principe, tout serait vraiment en vigueur. Les bouées vont être là et tout ça. Ça ressemble à quoi, les pénalités? Si quelqu'un ne respecte pas le règlement, est-ce que c'est des amendes? Est-ce qu'on se fait saisir notre embarcation? Comment ça se passe? Le Transport Canada est juste statué les amendes. C'est 200 $ pour le non-respect de la réglementation. C'est sûr que si vous ne le respectez pas, on s'attend en premier que ce soit de la sensibilisation, mais si la personne continue, bien, l'amende, c'est 200 $. C'est pas... Donc, et la MRC-VR est impliquée également dans ce dossier. C'est quoi le rôle de la MRC-VR dans le dossier? En fait, on attendait, selon les volontés aussi de les 4 municipalités riveraines qui avaient adopté la réglementation. Donc, c'est là qu'ils nous ont demandé, en fait, si on pouvait développer des outils d'information pour sensibiliser les plaisanciers. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. On a développé, évidemment, le dépliant qui est disponible, en fait, dans les marinas ou dans les municipalités. Puis aussi une carte interactive et les panneaux qui vont être situés aussi aux abords des quais. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vous avez nommé la carte interactive. Ça se trouve sur le site web de la MRC-VR. Et, en fait, sur Tourisme Vallée du Richelieu. Oui, c'est ça. OK, donc sur le site web de Tourisme Vallée du Richelieu, on retrouve une carte interactive qui va vraiment nous donner les détails des différentes réglementations puis les zones là, où on peut naviguer, c'est ça? Exactement. Donc, si vous se retrouvez autant à Saint-Marc-sur-Richelieu qu'à Saint-Charles-sur-Richelieu, selon qu'est-ce qui est plus restrictif, vous pouvez tout de suite aller voir qu'est-ce qui comporte là, le règlement à ce moment, à l'endroit précis. Pardon. Oui. Et est-ce que vous avez des partenaires, par exemple, des organismes dans la région qui vous aident aussi là, à sensibiliser la population ou qui vous aident juste dans les dossiers, par exemple, vous l'avez nommé tout à l'heure, entre les îles, on peut plus circuler ou du moins on peut plus s'accoster ou s'arrêter, s'ancrer. Donc, quels sont les organismes qui vous aident là-dedans? En fait, nous avons le Covabar et aussi Connexion Nature, puis qui est déjà sur notre territoire. Donc, eux, ils font déjà de la sensibilisation, puis ils peuvent aussi distribuer justement les outils qu'on a développés là, avec les municipalités riveraines. Et présentement, ce sont 4 municipalités qui sont impliquées. La MRC-VR couvre un territoire beaucoup plus vaste. Pourquoi les autres municipalités n'ont pas embarqué dans le projet? À l'époque, en fait, c'est vraiment les 4 municipalités du Nord qui avaient cette préoccupation-là. Puis, ils travaillaient ensemble pour pouvoir trouver le moyen de faire une des restrictions sur le Richelieu. Donc, je vous dirais, on a 57 kilomètres du Richelieu qui appartient à la MRC Vallée du Richelieu. Donc, on voit bien les démarches qu'ils ont entreprises. Puis, qui sait, peut-être que d'autres municipalités vont faire la demande, car c'est autant la municipalité que la MRC qui peuvent faire la démarche. Oui. Puis, Madame Lucier, vous l'avez nommé, c'était vraiment pour des enjeux, entre autres, environnementaux. Donc, c'est certain que les autres municipalités vont probablement avoir ces enjeux-là, même si les réalités sont un peu différentes. Puis, pour terminer, quelle est l'importance de la rivière pour la MRC-VR? En fait, la MRC Vallée du Richelieu, suite à une planification stratégique, la priorité première a été le Richelieu. Donc, on a découlé une déclaration de protection de notre Richelieu. Donc, autant, comme Mme Lucie disait, pour protéger, que aussi pour garder aussi cette attractivité touriste dans notre milieu. Donc, on a cette déclaration-là, justement, sur le site de la MRC, disant qu'on est là pour soutenir nos efforts de protection et de voir à l'application justement là, de ces activités-là qui peuvent être très différentes au bassin de Chambly qu'à Saint-Charles-sur-Richelieu. Donc, il faut garder notre nature. Donc, c'est de cette façon-là qu'on poursuit notre démarche. Merci, mesdames, de nous avoir accueillis aujourd'hui à Saint-Charles-sur-Richelieu. Puis évidemment, on va rester à l'affût là, de l'implémentation de cette nouvelle réglementation. Merci beaucoup.
On se trouve au parc Claude Corbeil avec le Claude Corbeil. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, bonjour. Vous avez reçu plutôt un certificat qui rend hommage à tout le temps que vous avez donné à la pétanque. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez trouvé la pétanque au début? Au tout début, j'ai eu la chance d'aller à Eastman, puis j'ai rencontré Jean Raffa, Jean-Louis Chouby. Et là, j'ai tout de suite aimé la pétanque. Je connaissais absolument rien dans ce temps-là. Et j'ai devenu avec une passion. Et quand je demeurais à Sherbrooke à ce moment-là, et quand les services de loisirs ont entendu dire que j'aimais la pétanque, on m'a demandé de prendre en charge la pétanque dans Sherbrooke, puis après, c'est devenu président de l'Estrie. Comment vous avez fait pour faire grossir ce sport-là? Quelles étapes ça a pris? D'accord. Là, quand je suis arrivé ici à Chambly, je suis revenu. J'ai toujours été élevé à Chambly, moi. Et là, on m'a inscrit comme membre. Puis tout de suite, l'année d'après, on m'a demandé d'être président ici. Ce qui a duré 10 années. Et ces 10 années-là, quand je suis arrivé, il y avait 80 membres. Ça, c'était en quelle année, ça? En 2001-2002. Et après 2 ans, on a monté à 170 membres. Comment vous avez fait pour faire monter le nombre d'inscriptions? Avec différents événements. On me trouvait un peu fou, là, avec des genres de tournois. Un tournoi un peu comme à Wilburton, il y a des tournois des fraises et crèmes. Ouais. On a fait ça ici. Des tournois où on servait de la pizza. On a fait un tournoi country, qui a été un succès. Il y avait 130 personnes ici. Donc, il a fallu réellement ajouter un terrain à l'autre bout. Il y en avait seulement 2 ici. Et la Ville nous en a fait un 3e pour répondre à la demande avec 170 membres. Mais comme j'expliquais ce matin, j'ai été bien chanceux d'avoir des gens pour travailler avec moi. Donc, je mentionnais M. Filion, qui était mon vice-président pendant toute la durée de mon 10 ans. Puis, il était toujours prêt à accepter mes idées folles, là. Mais ça fonctionnait. Donc, quand j'ai pris ma retraite comme président ici, je suis demeuré 2 ans. Mais entre-temps, M. Breton, qui a pris la relève, c'est lui qui a nommé le terrain Claude Corbeil en mon honneur. Les honneurs, j'aime ça, j'apprécie énormément. Vous avez beaucoup donné à la pétanque, mais la pétanque nous a beaucoup donné aussi, notamment en apprenant que l'équipe, là, c'était ça qui était le plus important. Définitivement. Puis, comme je vous dis, c'est une passion. Alors, les réalisations que l'on faisait me rendaient heureux au maximum de voir que ça réussissait. Quand on dit qu'on augmente le membership là, de 100 personnes, là, c'est quelque chose de valorisant qui vient de chercher comme satisfaction. Et avez-vous eu des défis? Avez-vous eu des difficultés que vous avez réussi à surmonter pour arriver jusque-là? Des grands défis, non. Parce que je me rappelle, ça a toujours bien fonctionné. Mais comme je vous dis, après mon 10 ans, là, j'ai décidé d'aller à la fédération, sur le conseil de la fédération. Et immédiatement, j'ai pris le trésorerie. Et puis 2 ans après, je suis devenu le vice-président qui a duré pendant 6 ans à la fédération. Donc, de la pétanque, là, on en mange, là. On en rêve. On s'en occupe plus, là, mais on s'informe toujours comment ça va ici, là. Puis on est content parce que ça fonctionne bien maintenant. Ils ont repris réellement là, un élan. Là. C'est formidable. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur, monsieur? Bien, le futur, ici, ils ont fait une fusion. Il y avait 2 clubs, hein? Il y avait un peu de compétition dans ce temps-là, quand même, là. Faut le dire. Et quand ils ont arrivé, après la pandémie, c'est sûr que ça leur réduit le membership, hein? Et là, ils viennent de fusionner. Excellente idée. Excellente idée. Parce que là, le membership va baisser quand même à 70-75 à cause de la pandémie. Et les 2 clubs, en se joignant, mais là, ils ont 130, 125, 130 membres. Et là, ils peuvent repartir. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Une journée comme aujourd'hui, là, c'est le genre de journée qu'on faisait dans notre temps. Je vous remercie, M. Corbeil. Vous avez un parcours passionnant, puis je vous souhaite là, de continuer le plus longtemps possible encore. Bien, merci beaucoup et je souhaite longue vie à la pétanque. C'est très beau de les voir aller. Bravo. Merci beaucoup.
La Ville de Mont-Saint-Hilaire poursuit ses démarches pour trouver un opérateur hôtelier au manoir Rouville-Campbell. Et on accueille aujourd'hui M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour une mise à jour dans ce dossier. Donc, M. Guertin, le 23 mai dernier, s'est terminé un appel de proposition pour trouver un opérateur. Qu'en est-il ressorti? En fait, ça a été un processus qui s'est échelonné sur plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois. Et on a eu beaucoup d'opérateurs qui ont manifesté de l'intérêt, qui ont participé à des activités d'information et autres, et ça nous a laissé perplexes de ne recevoir que 2 soumissions. Malheureusement, lors de ce processus-là, un des soumissionnaires s'est retiré et l'autre soumissionnaire, puisqu'on évalue toutes les soumissions avec une grille de critères, ne s'est pas qualifié. Et peu avant la date limite, il y a eu comme une réflexion là, du règlement. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été modifié là, au niveau de... Maintenant, c'était un bail commercial qu'on cherchait. Pensez-vous que ça pourrait avoir... En fait, on est venu préciser certains termes. Vous savez, c'est un peu inusité pour une ville de chercher un opérateur hôtelier. Hein. Contrairement à toutes les autres organisations, les municipalités ne peuvent faire que ce que la loi prescrit explicitement. Et donc, il a fallu juste rendre encore plus explicite au regard de la loi sur le patrimoine nos intentions. Et c'est un peu inhabituel, même pour nous, une ville, de mobiliser une loi sur le patrimoine pour rendre explicite ce qu'on souhaite faire pour le manoir, qui est essentiellement de préserver le patrimoine, rappelons-le. Oui, et rappelons ça justement. Quel serait le rôle explicitement de cet opérateur hôtelier? En fait, c'est de gérer toutes les activités commerciales qu'on souhaite tenir au manoir et qui ont fait la renommée du manoir par le passé, que ce soit ses chambres, sa table ou les salles de réception pour des mariages ou des activités, là, des congrès ou autres. Oui. Donc, vous l'avez dit, la Ville était un peu perplexe. 2 soumissions seulement. Vous vous attendiez probablement à plus, ou du moins à trouver votre opérateur à la suite de ce processus-là. Oui. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour vous? En fait, les prochaines étapes, c'est de retourner vers toutes les organisations qui ont manifesté de l'intérêt, puis de comprendre, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas postulé ou qu'est-ce qui pourrait, dans le fond, les inciter à collaborer avec nous dans ce projet-là. Un projet qui suscite toujours de l'enthousiasme. Oui. Tout le monde reconnaît le caractère exceptionnel du manoir, son grand potentiel, ses 70 chambres, les nombreuses salles de réception qui augmentent le potentiel des lieux. Maintenant, c'est ça, on est en processus d'évaluation, mais ce processus-là est en cours, on chemine, puis on est toujours en train on chemine très, très bien. Puis on espère, là, dans les semaines et mois à venir, que tous ces éléments-là vont s'aligner puis qu'on va pouvoir faire une annonce imminente là, par rapport à la suite. Pour le moment, vous n'avez pas eu encore de rétroaction. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui aurait freiné quelqu'un qui a démontré de l'intérêt initialement. On a eu des éléments d'information, puis on les collige pour pouvoir saisir, dans le fond, le conseil municipal, puis qu'on puisse donner les orientations nécessaires pour agir sur cette information-là. Oui. Mais rassurez-vous, entre-temps, le manoir se porte bien. Cet été, il y a eu encore un tournage très important. À la fin de l'été, il va y avoir l'exposition qui est offerte par la Fondation Jordi Bonnet, qui va emmener aussi de l'activité au manoir. Donc, heureusement, on a des sources de revenus, ce qui fait que la charge associée au manoir est largement couverte par les revenus qu'on arrive à générer, même si les activités hôtelières ne sont pas entièrement reprises. Exact, parce qu'on s'entend là, que c'est un lieu de tournage exceptionnel pour la télévision, le cinéma, etc. Oui. Donc, pas de pertes financières engendrées. Puis, il y a aussi les boisés de chaque côté qui ont une valeur. Oui, alors il y a toutes sortes de façons d'apprécier la contribution parce que c'est quand même un actif d'une très grande valeur. Mais oui, si on oppose les dépenses à la valeur des boisés qu'on arrive à protéger grâce aux dons, bien, on en a encore pour des années, si vous voulez, là, où on rentre dans notre argent parce que ces 2 bois-là ont une très grande valeur écologique, une très grande valeur financière. Puis, si on oppose ça aux dépenses engendrées par le manoir, mais on est encore gagnant pour de nombreuses années. Oui. Puis, ce sont les derniers boisés sur la berge de la ville. En fait, oui, ce sont les derniers boisés riverains de la rivière Richelieu qu'il y a à Mont-Saint-Hilaire, ce qui leur confère une grande valeur. Puis aussi, c'est l'aboutissement d'un corridor écologique sur lequel on travaille, là, qui part de l'école, en fait, qui part de la montagne, qui traverse le secteur de l'école L'Aquarelle, puis qui aboutit
sur la rive du Richelieu. Oui. Donc, évidemment, on va continuer de suivre ce dossier-là. On vous souhaite de trouver l'opérateur hôtelier qui saura répondre à ce mandat. Merci, M. Guertin, d'être passé à nos studios. Merci à vous. Puis, je vous rappelle aussi qu'il y a une page dédiée à ce dossier-là. Donc, on peut suivre l'évolution de ce dossier-là en allant s'inscrire sur notre clic pour suivre tous les développements. Oui, certainement. Merci encore. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 est fier d'annoncer 2 toutes nouvelles émissions à venir cet automne. Tout d'abord, Accès Mieux-être, qui est une série dédiée à améliorer la qualité de vie des aînés de la vallée du Richelieu. Chaque épisode met en lumière des organismes locaux pour promouvoir le bien-être, la sécurité et l'autonomie des aînés. Vous pourrez également découvrir la série Élévation, une initiative de la CCI VRR qui va à la rencontre d'expertes et de femmes de la communauté d'affaires de la région pour discuter de différents enjeux quant à l'égalité en milieu de travail. Les 2 séries seront disponibles dès le 16 septembre prochain. Sur ce, bonne semaine à tous.